Votre invité à présent, en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Philippe Devilliers. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Auteur, évidemment, fondateur du Puy du Fou, ça on le sait aussi. Les Gaulois réfractaires demandent des contes au Nouveau Monde. C'est chez Fayard. C'est un carton en librairie. Vous me disiez, en tête du classement cette semaine des ventes dans l'Express, c'est ça? Oui, tous les essais, oui, voilà. Et Devant Attali, devant BHL. Oui. C'est une victoire pour vous, ça, non? oui, parce que je ne suis pas un auteur, c'est pas mon métier. Bon, on va parler de votre livre. Juste avant, encore une fois, vous avez cette double grille de lecture, triple, même auteur, chef d'entreprise, homme politique, même si vous êtes un peu rangé, encore que pas sûr. C'est-à-dire, on est dans le désordre, mais c'est quoi cette sortie, la fille de Villiers, hier? Ça fait un buzz pas possible sur RMC. Vous dites que vous n'excluez pas de vous présenter en 2022. Mais je me rappelle, on se croise de temps en temps quand vous avez un livre. Vous m'aviez dit non, mais je suis rangé des voitures, je suis passé à autre chose. Vous avez changé d'avis? Non, Ou c'est pour les ventes du livre? non, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, le Covid, enfin, l'enfermement, le confinement généralisé, qui pour moi était une erreur parce qu'on a tué le pays, on a pétrifié le pays, on a vitrifié l'économie française. Le président choisit la santé avant l'économie. Oui, ce choix-là, on a vous le mis regrettez? l'économie dans une thrombose veineuse. Je pense qu'il fallait faire un confinement ciblé sur les zones contaminées, comme ont fait les autres pays, par exemple l'Allemagne, et ciblé sur les personnes à risque, comme disent les médecins. Si on avait fait ça, on n'aurait pas mis l'économie aux arrêts. Et à Paris, on fait de la macroéconomie. Alors, on dit, voilà, la croissance, on va repartir, etc. Bon. Mais en réalité, quand vous êtes sur le terrain, comme c'est mon cas, on voit toutes les petites entreprises. C'est la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse. Voilà. Qui a commencé avant le Covid. Quand on enferme tout un pays, ce qui est inouï dans l'histoire de France, qu'on met la survie biologique au-dessus de la vie, sur le risque de la vie, c'est ça la politique, la noblesse de la politique, la vie affective, la vie économique, la vie créative, la vie culturelle, la vie spirituelle. Quand on met la survie biologique et qu'on confie le pouvoir à un biopouvoir aux scientifiques, c'est la fin de la politique qui devient une prophylaxie. Et quand par ailleurs, à la sortie du confinement, on a Traoré, c'est-à-dire des militants du racialisme qui nous disent, en gros, vous devez disparaître, ou en tout cas vous excuser devant l'histoire, vous devez être des bourgeois de Calais avec une robe de bure, tête cendrée, et nous apporter le trousseau de clés, et qu'ensuite on a Dijon avec les Kalachnikov dans les rues, avec les communautés, les journalistes qui disent les communautés de Tchétchènes, etc. Là, je me dis, stop. Là, le pays est peut-être en train de disparaître. Et donc, moi, en tant que créateur du Puy du Fou, c'est un acte d'amour, je n'ai pas cherché à gagner de l'argent. Même si vous en gagnez aujourd'hui beaucoup avec. Comment? Même si vous en gagnez aujourd'hui avec. Ah non, pas du tout. Non? Non, mais il n'y a pas de droit d'auteur au Puy du Fou. Les scénarios que j'écris au Puy du Fou, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est même le serment du Puy du Fou. J'ai fait 4 serments le 11 mars 1978. Personne ne sait ça, mais c'est un modèle associatif. Non, mais l'entreprise, je parle de l'entreprise du Puy du Fou, elle est rentable. Alors, l'entreprise du Puy du Fou, oui. Mais elle a secoué l'entreprise du Puy du Fou parce que ça a été quand même une secousse, comme tous les entrepreneurs qui nous écoutent le savent bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui est hors jeu, qui n'est pas au niveau, qui est inculte, qui a montré son impéritie, son incurie, parce qu'on a fait payer à la population, en fait, l'incurie et l'inculture du gouvernement. Et je vous donne un seul exemple que je cite dans mon livre. Il y a 3 livres blancs de la défense, ils auraient pu les lire, qui disaient, voilà, si vous ouvrez les frontières, voilà ce qui va vous arriver, la pandémie, qui décrivait tout ce qui s'est passé, vous voyez. Et donc je me dis, cette incurie, cette inculture des hommes politiques, c'est insupportable parce que le pays roule à l'abîme. Et donc, mais sauf que vous n'êtes pas en train de vous préparer pour 2022. Non, c'est juste je n'ai que. pas dit ça. Alors j'ai dit simplement, alors ça tourne en boucle, j'ai dit oui, simplement c'est pour ça qu'il faut préciser un peu que j'ai dit, je n'exclus rien, je n'ouvre ni les portes ni les fenêtres, mais je ne les ferme pas, etc. C'est une formule qui veut dire simplement que... vous êtes atterré par le décrochement de la France. Que moi je suis infiniment plus passionné par ce que je fais avec mon fils Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou, au Puy du Fou. Dans le fond, je suis un créateur, un entrepreneur et non pas un homme politique. Mais il y a un moment donné, s'il faut se dresser, se lever pour dire stop, maintenant on arrête, la France ne doit pas disparaître, ben, il faudra bien qu'il y ait des gens qui se lèvent. Ouais. Donc la décision n'est pas prise. Vous êtes encore une fois, vous jugez la situation dramatique, grave, mais vous n'êtes pas encore une fois dans une démarche de vous présenter. Voilà. Non, je ne suis pas dans une... je cherche pas un poste, vous voyez.
Bon. Je ne cherche pas une sublimation de fin de carrière. Vous voyez, pas du tout. Je suis très, très heureux comme ça. Simplement, non, je ne suis pas heureux comme ça. Je suis malheureux, en fait. Je pourrais être heureux avec la réussite du Puy du Fou, mais je suis malheureux. Parce qu'à chaque fois, je pense à la France. Je pense que la France est liée au mot souffrance. Aujourd'hui. Votre livre, c'est une charge contre le nouveau monde. Voilà. Oui. D'ailleurs, vous attaquez frontalement le président. C'est le produit du nouveau monde, celui de l'empire du management, du messianisme financier et du libéralisme sociétal. Voilà. Alors, il est rhabillé là. Oui, alors, faut bien comprendre la chose suivante. Vous étiez jeune, vous, en 1992-94, Maastricht, l'OMC, Ouais. l'Organisation mondiale du commerce. On nous a vendu la mondialisation heureuse comme un absolu. Le résultat, c'est qu'on a eu les délocalisations et l'immigration galopante. C'est-à-dire qu'en fait... On a sorti de la misère aussi des centaines de millions de gens dans les pays d'Asie. Oui, oui, au motif que, je me souviens de ce que disait Balladur à l'époque, au motif que on allait transférer chez eux les métiers non nobles et on allait garder, nous, le tertiaire, le quaternaire, etc. Mais en disant, eux, ils n'auront jamais d'ingénieurs, ils n'auront jamais de laboratoire. La Chine, l'Inde, etc. J'ai encore ça dans l'oreille. Bon, le résultat, c'est qu'en fait, on a une industrie qui ne pèse plus que 10% de notre PIB, contre 20% à l'Allemagne. On a une agriculture qui est complètement livrée au processus agrochimique. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait adapter la mondialisation à la France et pas faire l'inverse. Vous l'avez dit au président de la République, ça? Absolument, mais on a des conversations suivies avec le président de la République, une amitié dans la vérité. C'est-à-dire que Emmanuel Macron il est venu au Puy du Fou en 2016. C'est d'ailleurs là qu'il a fait son coming out en disant « je ne suis pas socialiste ». Et on a eu des conversations à partir de ce moment-là. Il a toujours été fidèle au Puy du Fou, toujours. Il s'est démené pour que le Puy du Fou rouvre voilà, en mai. Hein. Voilà, exactement. Non, mais vous confirmez ça? Comment? Vous confirmez qu'il Oui, a fait tout ce qu'il fallait pour que le Puy du Fou rouvre un mois avant oui, Disneyland Paris. contre l'avis du Premier ministre à l'époque, qui en fait voulait tout boucler, tout fermer. Il y avait bien un hiatus entre les deux, il y avait bien une grosse divergence. Ah oui, carrément, oui, carrément, parce qu'il m'a même dit que le Premier ministre, en fait, gérait son risque pénal. Donc, une conversation qui a eu lieu le 17 mai, au cours de laquelle il m'a dit « tout vous donne raison ». Et je reviens à votre question. Tout vous donne raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut un monde de nations. Alors, la mondialisation, elle existe depuis les Phéniciens, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Simplement, il faut relocaliser, retrouver une industrie, retrouver une agriculture paysanne, retrouver la souveraineté. Parce que quand vous n'êtes plus souverain, vous n'êtes plus libre. Exemple, vous commandez votre paracétamol aux Chinois. Ouais. Voilà. Vous commandez des masques aux Chinois. Et donc, il y a des secteurs stratégiques. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une économie autarcique à la soviétique. Il s'agit simplement d'échanger, mais d'avoir toujours présent à l'esprit ce que De Gaulle disait lorsqu'il est entré dans le marché commun en 1958. Il a dit « Je veux qu'on me laisse protéger mes intérêts vitaux ». Une nation, elle a des intérêts vitaux. Mais il ne le dit pas autrement. Le sanitaire, c'est les intérêts vitaux. Le président ne le dit pas autrement. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, c'est une folie. C'est quelque chose que vous auriez pu dire. Alors, c'est très intéressant, parce que, quelle évolution? On appelle ça le chemin de Damas. C'est-à-dire que, moi j'ai connu, au Puy du Fou, Emmanuel Macron qui me dit « Ouais, le progressisme c'est une erreur, il faut revenir à l'ancien monde, le monde des nations protectrices, de l'autorité régalienne, les États... » Il vous a dit ce que vous aviez envie d'entendre, non? Une économie de liberté, etc. Oui. Alors, mais peut-être il était sincère, je ne sais pas. Dans l'instant. Après, il a parlé de la lèpre populiste. Et donc, je lui ai dit, voilà, j'ai ma crécelle, je suis un lépreux populiste et je ne me soigne pas. Voilà. Et puis, ça, pour lui, c'était le seul virus, le virus souverainiste. Et puis maintenant, il prononce des mots qui sont les nôtres, qui sont ceux des souverainistes, c'est-à-dire le mot indépendance, relocalisation, autonomie stratégique. Voilà, vous y croyez pas, il vous a déçu, le président? Alors, au-delà de vous avoir aidé pour le Puy du Fou? Sur le Puy du Fou, il a toujours été impeccable. Donc je lui garde l'amitié du créateur d'une œuvre qui est ma vie. Donc voilà, donc il peut faire beaucoup d'erreurs qui lui sont pardonnées par ailleurs. Mais sur le reste, sur la France, là, ça ne va pas du tout parce que en fait, il fait des saltos avant, des saltos arrière, quoi. Vous voyez. Et donc, ça s'appelle le en même temps. Hein. Alors ça s'appelle le en même temps, c'est ça. Et alors on ne sait pas où ça va basculer, quoi.
Et là, par exemple, le séparatisme, le communautarisme, je lui ai parlé de ça en 2016. Je lui ai dit, attention, regardez ce que François Hollande vient de dire, il y a un danger de partition. Ben voilà, on est dedans maintenant. Et même de sécession. Vous voyez, il y a aujourd'hui des enclaves étrangères où il y a des militants du racialisme qui procèdent à une mise en accusation de la France en disant vous êtes une puissance étrangère chez vous, c'est-à-dire une puissance colonialiste, il faut décoloniser la France. Donc bientôt, ils vont nous mettre dehors. Voilà. Et moi, je dis stop, ça suffit. Dans ce que vous me dites là, Philippe de Villiers, à vous écouter, le président est responsable du désarmement de la France face au coronavirus. Oui. Alors, et c'est là où je dis, mais bon, c'est un peu dur, ça a commencé avant lui. Attendez, non, je vais être plus précis que ça. Non. En 1989, la chute du mur de Berlin, à partir de la chute du mur de Berlin, on nous dit, voilà, on entre dans le nouveau monde, c'est une ère de prospérité perpétuelle, débarrasser des nations, débarrasser des frontières, débarrasser des souverainetés. Voilà. Eh bien, ce nouveau monde, en fait, il a chopé le coronavirus. Et Emmanuel Macron, il appartient à ce nouveau monde. Il a cru à ça. Il a cru à ce monde sans frontières, etc. Donc, il a refusé de fermer les frontières. Donc, il n'a pas vu le problème de la souveraineté sanitaire et plus généralement de la souveraineté stratégique, parce qu'il pensait, comme tant d'autres, comme beaucoup d'intellectuels français, que ce monde sans frontières, sans souveraineté, sans État, allait organiser la paix perpétuelle. Eh bien, le virus nous a rappelé que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et que quand on n'a pas la frontière extérieure, quand on refuse la frontière extérieure, on a la frontière intérieure, la frontière domestique. Ouais. Le fameux espace sans frontière de l'Europe, on a eu la frontière sans espace. C'est-à-dire qu'en fait, on a enfermé les gens chez eux. Voilà. Et cum finis, confinement, ça veut dire avec des frontières. Et donc, cette idée de l'absence totale de frontières pour l'Europe, pour sauver le soldat Schengen, c'est une idée criminelle. Ceux qui ont mis sur pied une Europe sans frontières nous a placés dans une situation épouvantable, c'est-à-dire une Europe de la norme, un empire de la norme bureaucratique, une Europe de la délocalisation, qui vit une hémorragie sur laquelle on met des sparadraps, et une Europe de l'immigration galopante, avec aujourd'hui une colonisation barbare. Sur les délocalisations, peut-être que les choses sont en train de changer. Juste. Alors oui, mais sur la délocalisation, si vous voulez, c'est les fameuses chaînes de valeur globale. Alors, les Français ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais ça veut dire que le principe actif est fabriqué en Inde, puis ça part en Chine pour l'enveloppement, puis après le conditionnement en Pologne, et après ça arrive dans la pharmacie. Ça va très bien dans un monde autorégulé, où on croit à la religion des flux, la religion, le communisme des imbéciles. Mais à un moment donné, quand on n'a pas de stock, quand on n'a pas de réserve, et qu'on a fait confiance à ces chaînes de valeur globale, eh bien, on se trouve enchaîné, parce qu'à vouloir un esclave moins payé que l'esclave précédent, l'esclave devient le maître. Mais ça ne fait pas du président le responsable, encore une fois, du fait qu'on n'ait pas eu de masque, qu'on n'ait pas eu de respirateur, il est responsable de l'idéologie. Qu'on n'ait pas eu de blouse, qu'on n'ait pas eu de... Non, mais attendez, il est responsable, Emmanuel Macron, de perpétuer cette idéologie. De l'idéologie mondialiste, européiste et multiculturaliste. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il croit pas à la société multiculturelle. Enfin, peut-être moins maintenant. Et là, parce qu'il vient de parler du virus séparatiste, parce que la société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle. On a vu les Tchétchènes, etc., on a vu Traoré, etc. C'est-à-dire qu'installer chez nous, je lui ai dit au Puy du Fou, je lui ai dit, reprenez le principe d'assimilation. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive chez nous, il faut en faire un Français d'amour, un Français de désir. Sinon, il ne s'assimilera pas et il cherchera à nous imposer sa culture, voire sa religion, et ça pose des problèmes compte tenu de ce qu'est l'islamisme. Je reviens à notre sujet sur l'économie, sur le président qui a dit on va relocaliser une partie de la production de médicaments. Encore une fois, dans ce qui est stratégique, qu'est-ce que la France doit relocaliser à tout prix? Après, on parlera du non stratégique. À tout prix, j'insiste sur l'à tout prix. Alors, il y a au niveau national ce qu'on appelle les secteurs stratégiques. Les Russes, les Américains, les Chinois ont des secteurs stratégiques qui sont protégés. Avec un Nous aussi, à Bercy, il y a une liste, notamment Dominique de Villepin, en son temps, l'avait... Alors ça, moi, ça fait 30 ans que je le réclame. Quand j'étais dans la vie politique, je le réclamais tous les jours à l'Assemblée. On me disait, oui, on va réfléchir. Non, parce qu'en fait, la France est un des rares pays qui a cru que par la mondialisation, on allait s'enrichir sous prétexte que l'économie prendrait le pas sur la politique.
Et là, on a vu avec ce qui s'est passé avec la pandémie, que le village global unifié pouvait poser des problèmes et qu'il fallait que le politique conduise l'économique. Alors, les secteurs stratégiques, c'est simple. Tout ce qui touche à la défense, ça, c'est stratégique. C'est pas normal que, par exemple, quand un Charles Leclerc est en panne, ils sont en panne pendant plusieurs mois parce qu'on attend la pièce détachée qui arrive de Chine. Donc, la défense, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne la sécurité, je dirais aussi l'agriculture, parce que on a livré notre agriculture à l'agrochimie. C'est-à-dire on a le poulet chloré du Brésil qui arrive, on a la lotte polyphosphatée de Chine, etc. On a empoisonné les sols, les animaux et les hommes. Donc il faut retrouver une agriculture écologique, une agriculture de proximité. Et c'est marrant parce que vous voyez la victoire des Verts, ça c'est intéressant à observer. Ouais, parce que allez-y. moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés ». Je pense que l'écologie elle est de droite fondamentalement parce que c'est les racines, c'est l'enracinement. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Français qui disent on pourrait peut-être revenir au circuit court, c'est-à-dire manger des fraises chez nous à la saison des fraises, aller chercher son lait à la ferme d'à côté, plutôt que de vouloir rallonger toujours les circuits et créer ainsi du CO2 partout. Et donc, parce que la mondialisation, c'est un système dans lequel ce sont les riches des pays pauvres qui enrichissent donc, un système dans lequel les pauvres des pays riches enrichissent les riches des pays pauvres. Et donc c'est un système d'épuisement mutuel avec des conséquences écologiques majeures. Ouais. Et si sur ce qui n'est pas stratégique, parce qu'on se dit que qu'est-ce qu'on relocalise en France? J'avais le patron d'Etam qui était à votre place, je lui ai dit on relocalise en France du soutien-gorge, il me dit non, voilà, il faut peut-être admettre qu'il faudra faire une croix sur les meubles, le textile, l'électroménager, se concentrer sur du haut de gamme, et on sait parfaitement que quand on relocalise, c'est pas grand pourvoyeur d'emplois à court terme parce qu'il y a aussi beaucoup de robots, beaucoup d'automatisation des process. Il ne faut pas non plus en attendre monts et merveilles des relocalisations. C'est drôle, votre question me fait penser à ce qui s'est passé avant Maastricht. On avait une Europe qui fonctionnait, qui était une coopération d'États, c'est-à-dire l'Europe de la coopération des États, et on en a fait une Europe de l'intégration supra-étatique. Elle était interétatique, elle est devenue supra-étatique avec la Commission, c'est-à-dire la machine bureaucratique aux normes. Et deuxièmement, et ça répond à votre question, il y avait la préférence communautaire. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, on ira chercher le miel d'Afrique du Sud quand on aura d'abord acheté le miel européen. Et l'idée d'avoir un Airbus de médicaments, c'est-à-dire l'idée de la coopération européenne. Ah, ça vous plaît ça? Pour avoir une autonomie stratégique européenne qui n'a rien à voir avec l'idée de la souveraineté européenne, qui est un concept absurde sur le plan constitutionnel. Mais l'idée... L'autonomie stratégique européenne dans le médicament... Oui, c'est ce qu'on avait dans les années 60. Et par exemple... Et vous y êtes favorable? Là, par exemple, on pourrait travailler ensemble, tous les États. Mais je dis les États, pas la Commission. La Commission, c'est un monde acéphale. Donc, c'est avec une Europe qui n'est plus une Europe charnelle. Bon. Mais dans une Europe enracinée avec les États, les nations, les peuples et les entreprises, on pourrait imaginer, par exemple, la lutte contre le terrorisme, l'Europe numérique. Vous vous rendez compte que quand même cette Europe de Maastricht, elle a réussi à nous imposer une gouvernance mondiale. C'est les GAFAM. Parce qu'il y a cette gouvernance mondiale maintenant. Quel échec! Donc il faudrait qu'on réfléchisse au principe de subsidiarité, laisser aux nations et aux États et aux entreprises tout ce qu'elles peuvent faire par elles-mêmes et mettre en commun l'essentiel. Qu'est-ce qu'on ne relocalise pas en France? Écoutez, là, je parle au chef d'entreprise qui sait que voilà, il y a des coûts, il y a un prix de vente. On essaye de relocaliser tout ce qui permettrait à la France de redevenir une puissance. C'est-à-dire tout ce qui contribue, tous les attributs de la puissance, toutes les industries de la puissance. Je pense par exemple qu'on a exagéré avec l'automobile puisqu'on a donné des aides considérables aux entreprises qui se sont ensuite délocalisées, soit dans les pays de l'Est, soit en Chine. Si on rétablit... Le président dit 1 million de voitures électriques fabriquées sur le sol français en 2025. Oui, mais... Ça c'est bien. En même temps, le bémol, c'est que 35% de la valeur ajoutée d'une voiture, c'est la batterie, c'est le système de propulsion ou de traction, je crois qu'on appelle ça, et c'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué en Chine. Mais de toute façon, on veut dire, on paye 30 ans d'hémorragie. Donc effectivement, c'est beaucoup plus difficile de réindustrialiser un pays
que le désindustrialiser, Et que le délocaliser. qu'est-ce qu'on fait encore une fois pour produire moins cher en France? Le MEDEF nous dit moins d'impôts de production. Oui. Vous en pensez quoi, vous? Alors moi, je pense que quand j'étais jeune sous-préfet, un jour j'ai entendu Giscard dire un pays qui a plus de 40% de prélèvements obligatoires, il devient un pays socialiste. Ah bon, on y est là. Hein. Aujourd'hui, on est, depuis un moment, on est plus proche de 50. Et donc, il faut un double mouvement. Il faut un mouvement de protectionnisme intelligent aux frontières de l'Europe et aux frontières de la France pour que les produits qui sont fabriqués en France deviennent plus rentables que de les faire fabriquer en Chine. Voilà. C'est une question de logique. Et donc ça veut dire encore une fois moins d'impôts, ça veut dire aussi faire accepter aux Français de payer plus cher, parce que ça coûte plus cher. Donc il faudra payer plus cher ce qu'on produit en France. Alors ça c'est très juste. Ça, donc, avec les hypermarchés on a fait un choix, avec la délocalisation, avec la mondialisation on a fait un choix. On parlait de ça avec Jimmy Goldsmith dans les années 94. On a fait le choix du consommateur compulsif plutôt que du producteur. Ouais. Et on disait avec Jimmy, un jour il n'y aura plus que des consommateurs chômeurs. Voilà, c'est des assistés de la puissance publique. On n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut revenir au primat de la production sur la consommation. Et même si on doit faire payer les produits plus chers, par exemple les produits agricoles, il faut des produits qui soient sur le plan sanitaire impeccables et qui soient des produits d'avenir en termes de qualité, en termes de performance et en termes d'écologie. Ouais. On parlait des constructeurs automobiles, mais on peut parler aussi d'Air France ou d'Airbus avec des suppressions de postes, alors que ce sont des boîtes qui sont aidées par la puissance publique. On a 7500 confirmés par le ministre aujourd'hui, Djebari, de suppression de postes chez Air France d'ici 2022, alors que l'État apporte 7 milliards d'euros de soutien. Ça pose pas un problème pour vous, justement, qu'il y ait des licenciements alors que la boîte est renflouée? Ou on se dit qu'il n'y a pas le choix parce qu'il y aura moins de gens qui vont voyager, et donc il faut bien adapter l'outil. Là, je parle à la fois aux chefs d'entreprise. Moi, quand je vous écoute, j'ai deux réflexions spontanées. La première, c'est que on n'est pas en économie soviétique. Hein, donc, si on renfloue des entreprises qui ne sont pas rentables, ça dure 15 ans. Il faut donc une logique économique et une logique économique par rapport à l'économie de marché. On ne laisse pas sombrer Air France ou Renault. Non, là, en l'occurrence, vous parlez de deux fleurons. Ouais. C'est tout à fait différent. Même Airbus, Airbus aussi. Airbus, Air France et Renault. Oui, dans lequel est actionnaire. À partir du moment où vous avez des fleurons, il y a le pavillon français, il y a la réputation du pays. C'est normal qu'on fasse tout pour supporter ces groupes, à la condition que de leur côté, les groupes fassent les efforts nécessaires pour donc ça ne vous choque pas licencier pour ne pas licencier le personnel, bien sûr. Donc ça vous choque. Donc vous dites il faut conditionner. Quand on a une entreprise, il faut conditionner à la sauvegarde de l'emploi. C'est comme les entreprises qu'on aide et qui ensuite partent en Tchéquie. C'est très choquant. C'est-à-dire qu'on aide des entreprises qui en réalité délocalisent. Donc on les aide à délocaliser, donc on les aide à disparaître chez nous. Donc là, c'est la même chose. Une entreprise qui est aidée par l'État, il y a un contrat moral. Elle ne peut pas dire à son personnel, voilà, je vais vous licencier, et en plus, j'ai les aides de l'État. On ne peut pas toucher deux fois. Mais comment elle se restructure? En ces cas-là, comment Renault se restructure? Ça passe aussi, peut-être. Il n'y a pas de départ contraint, apparemment. Enfin, c'est les non-remplacements de départ naturel. Je crois que dans toute entreprise, il y a 1000 occasions de faire des économies. Toucher au personnel, c'est le moment ultime. C'est quand on ne peut plus faire autrement. Parce que je crois à la vieille association harmonieuse du capital et du travail. On ne peut pas faire prospérer le capital si on ne préservait pas aussi l'association avec le travail. Ouais. Parce que c'est le premier capital. Un chef d'entreprise qui me disait un jour, moi, quand je donne les médailles du travail, c'était Henri Joyot, créateur des transports Joyot, qui était un grand chef d'entreprise, il me dit, moi, mon capital, il est là. Sur le président, vous me disiez, Philippe de Villiers, que c'était une erreur pour vous, ce confinement généralisé. Est-ce que sur la réponse économique, les prêts garantis, les reports de charges, tout ce qui a été fait, le chômage partiel, qui va coûter plus de 30 milliards d'euros aux finances publiques, est-ce que ça a été bien fait? Alors, ça a été bien fait, techniquement, mais c'est fou, quand on réfléchit. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait fait un confinement ciblé, regardons le Danemark, regardons l'Allemagne, regardons les pays asiatiques, regardons le groupe de Visegrad. C'est-à-dire que tout autour de nous, il y a des bons exemples.
En fait, les pays qui ont réussi, ils ont réussi à partir du triptyque, frontières, tout de suite. On ferme les frontières tout de suite. Ils ont beaucoup testé. Hein. Ensuite, les tests, et ensuite, les masques. Nous, on n'a rien fait de tout ça. Et on a perdu 2 mois. Et ensuite, on a fait un confinement généralisé. Avec la fameuse attestation obligatoire, on avait... Comme l'Espagne et l'Italie. Bon, oui, sauf que bien plus, comment dirais-je, bien plus rigoureux que tous les autres pays, y compris l'Espagne et l'Italie. Le résultat, c'est que quand vous arrêtez une économie pendant 2 mois... Pour sauver des vies. Ouais, pour sauver des vies, mais non, c'est la noblesse pas aussi de la pour sauver politique. Des vies, parce que je pense que on aurait, si on avait permis au pays de vivre, on aurait aussi sauvé beaucoup plus de vies, parce que en fait, il y a les morts du tribunal de commerce. On n'en parle jamais de ça. Il y a la morgue au tribunal de commerce. En d'autres termes, il y a des milliers. Je vous parle de ce que je connais aux Herbiers en Vendée, des milliers de petites entreprises. C'est drôle, il y a un rapport que je cite dans mon livre du Quai d'Orsay qui dit « il faut sauver la nouvelle économie, il ne faudrait pas remettre la nouvelle économie au centre de nos préoccupations ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a une économie qui s'en tire très bien, l'économie virtuelle, l'économie financiarisée, l'économie spéculative, l'économie connectée, comme on dit. Et puis il y a une autre économie, l'économie du gagne-pain, où là, tout s'effondre parce qu'il n'y a pas d'aide possible, parce qu'il faut des mois et des mois. Dans ce que vous voyez, encore une fois, localement, les sous-traitants, oui. les entreprises, les PME oui. vendéennes n'ont pas eu accès, comme les autres, aux prêts garantis par l'État, au report de charges, au chômage partiel. Si. C'est drôle, vous me posez la même question qu'Emmanuel Macron. Un jour, il m'a dit ça, parce que je lui ai dit, vous savez, de toute façon, la capacité, la jauge du Puy du Fou cette année, ça va être 2 fois moins que d'habitude. Il me dit pourquoi? Parce que de toute façon, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux, tout ça, les campings, ça ferme. Elle me dit, ah bon, mais alors ils n'ont pas droit au prêt de Bruno Le Maire. Ouais. Et je dis, ben non. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop petits, parce que les banques ne suivent pas forcément, etc. Vous savez, un petit entrepreneur, en fait, il est face à son banquier et il n'y a pas de cadeau. Hein. Il n'y a pas de cadeau. Et le banquier dit, ah oui, je comprends très bien. Il pleure avec le chef d'entreprise, le petit bistrotier, mais il lui dit, je ne peux rien faire pour vous. Voilà. Vous voyez tous les jours. Et attendez, non. La fameuse deuxième vague, là, tous les journaux, ils sont à Paris, avec les masques, la deuxième vague. Mais la deuxième vague, elle ne sera pas sanitaire, elle sera économique. Vous voyez. Et vous parliez d'incohérence tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose. Vous vous rendez compte que ce sont les mêmes qui nous ont interdit de porter des masques quand c'était nécessaire, qui maintenant nous demandent, et qui nous demandent, qui nous interdisaient quand c'était nécessaire, et qui nous demandent maintenant d'en porter quand ça n'est plus nécessaire. Et là, je voyais en arrivant des gens, ils portent les masques, ils sont obéissants, les Gaulois réfractaires. Ils sont comme des troglodytes dans une falaise de craie, recroquevillés. On nous a dit de mettre des masques, on en met des masques. Mais pour connaître l'économie comme vous, pour faire une relance, il faut la confiance. Pour avoir la confiance, il faut avoir la liberté. Quand vous êtes bâillonné, vous attendez, vous dites, j'ai mon encaisse de précaution. Vous préféreriez à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui a été fait aux États-Unis avec... J'attendais cette réplique. Bah oui, évidemment. Hein. Oui, mais il y a aussi une autre voie. Il y a la voie de tous les pays que je vous cite, qui ont confiné de manière intelligente, judicieuse et à la marge, et qui ont déconfiné plutôt que nous, et qui n'ont pas mis aux arrêts l'appareil productif. Voilà, c'est ça que je dis. Ouais. Et c'est très grave. Et je pense que nos gouvernants portent devant l'histoire une lourde responsabilité parce que, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent la situation que je vais décrire, mais aujourd'hui, 9 entreprises sur 10 se demandent si elles vont survivre. Parce qu'on parle de PGE, vous me dites les aides d'État, etc. D'abord, ce sont des emprunts. Ce sont des emprunts, évidemment. Voilà. Et il y a des organismes admirables, comme la BPI d'ailleurs, qui ne rechignent pas, etc. Et puis du coup, on a bénéficié. Justement, j'avais posé la question parce qu'on manque de temps. Voilà. Le Puy du Fou a bénéficié de quoi? Prêt garanti par l'État, report de charges? Prêt de la BPI, voilà. Donc c'est bien alors. Oui, alors c'est bien, sauf que dans 3 ans, il faut tout rembourser.
s'appelle un prêt. Alors, oui, 3 ans, voire 6 oui, ans, je crois qu'on peut, oui. on peut reporter sur 6 ans. Et donc, en fait, là, quand je vois les milliards de Madame von der Leyen, etc., Angela Merkel, etc., tous ces politiques qui ne sont jamais connus de leur vie, une entreprise. Alors, il y a des milliards qui volent au-dessus de nos têtes. Ce sont des assignats, en fait. Bon, mais les milliards, qui les remboursera? Ce ne sera pas nous. Ah, merveilleux, on est tranquille. Bon, ni vous ni moi. Bon, ce sera nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais je trouve que c'est très injuste et c'est un peu irréfléchi. Je veux dire, on va faire peser sur l'économie de l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Pour éviter une dépression encore charge. plus grande, pour éviter aujourd'hui une dépression encore plus grande que si on n'avait rien fait. Eh bien, on pouvait parfaitement faire autrement. On pouvait parfaitement garder l'appareil productif, comme l'ont fait d'autres pays. Regardez l'Allemagne, c'est impressionnant. J'avais ce matin des amis allemands au téléphone, ils me disaient, ben nous, ça va, on est reparti. Bon, c'est une parenthèse. Voilà. Je dis pas, ils disent, c'est pas une égratignure, mais c'est une parenthèse. Nous, c'est pas une parenthèse. Nous, on n'est pas sortis de l'auberge. C'est reparti, on finit là-dessus, c'est reparti ou pas au Puy du Fou, la fréquentation, ça donne quoi? Ça va, mais c'est mou. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont encore dans la peur panique. Les gens sont encore dans l'idée que, attention, la deuxième vague, etc. C'est cette propagande du biopouvoir, parce que maintenant c'est le biopouvoir. D'ailleurs, vous avez remarqué, notre démocratie est en train de s'effilocher de tous les côtés. D'un côté, on dit, bah, on va faire le tirage au sort pour l'environnement, on tire au sort des mecs, on dit, voilà, vous allez nous dire ce que vous pensez de l'environnement. Et puis, de l'autre côté, on donne le pouvoir aux scientifiques. Et vous savez que le confinement, vous savez ce qui s'est passé, je vais vous le dire, je le dis dans mon livre, et personne ne m'a contredit. Et surtout pas Emmanuel Macron qui m'a dit oui, vous avez hélas raison. Ils se sont trompés, parce que le comité scientifique à peine en place s'est tourné vers l'Imperial College de Londres, qui a dit, oh là là, Neil Ferguson il s'appelle, un modélisateur. Et il a dit, oh, la France, 500 000 morts. Oh, on n'a pas les lits. On n'a pas les lits, on va avoir les images du 20h, comme en Italie, avec les morts dans les couloirs. Donc, on confine. Et ils ont dit, le docteur Solomon disait tous les soirs, on lisse la courbe. En fait, leur but, ce n'était pas de confiner pour lutter contre l'épidémie. Non, leur but, c'était d'abord de confiner pour lisser la courbe des entrées en réanimation. Donc, pour qu'il y ait moins de morts in fine. Pour qu'il y ait moins de morts in fine. Alors, pour qu'il y ait moins de morts, de toute façon, il aurait fallu accepter l'idée de l'immunité de groupe. C'est ce que dit le professeur Raoult, et là-dessus, tous les scientifiques sont d'accord. Et c'est en ce moment l'immunité de groupe. Il faut bien, à un moment donné, prendre le risque de la vie. Et vous vous rendez compte que le comité scientifique a même dit qu'il faudrait que les personnes âgées soient confinées jusqu'au mois de décembre. Ouais. Voilà. Donc, c'est là. Et en fait, pourquoi ils ont confiné ? Je vais vous dire pourquoi ils ont confiné. J'ai posé la question à Emmanuel Macron. Ce que je vais vous dire est vachement grave. Hein. Et là, les hommes politiques, parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils sont des pétochards, parce qu'ils avaient peur de gérer leur risque pénal. Ouais. Parce que depuis l'affaire du sang contaminé, les hommes politiques, moi je les connais, je les approche, ils sont traumatisés par l'affaire Fabius. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors, il faut dire qu'avec le précautionnisme dans la Constitution, merci Chirac, et la judiciarisation de la société à l'américaine, pris en étau. Tout le monde tremble. Voilà. Et on ne tremble pas en lisant, parce qu'il faut lire Philippe de Villiers, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. C'est chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Donc, Philippe de Villiers, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.